Et alors, qu'est-ce que j'apprends dans mes formations? J'apprends des outils qui viennent du futur. Pourquoi les gens payent très cher pour venir me voir en formation? Donc, par exemple, à mes élèves, je leur enseigne tous qu'il faut absolument dessiner en cours. Si j'étais prof et qu'un élève ne dessine pas, je dis « Oh! Pourquoi tu ne dessines pas ?» Les gens vont dire « Mais il est fou. » Peut-être, sûrement. Ou alors peut-être que quand quelqu'un dessine, il y a une explication. Bien sûr. Quand quelqu'un dessine, il y a deux possibilités. La première, c'est que le niveau de ce qui est dit, ou les informations, sont trop nombreuses. Donc son cerveau conscient décroche. Le cerveau conscient est limité à 4 infos par seconde. S'il y a trop d'informations, le cerveau conscient décroche. Et le subconscient doit prendre le relais. Le minimum du subconscient, c'est 4 milliards d'informations par seconde. C'est pour ça qu'en classe, on a sûrement tous connu cette scène. On a par exemple, comment tu t'appelles? Dans le fond, toi. Samir. Donc Samir, il est dans le fond, il est à côté de Mélissa. Il se balance sur sa chaise. Non, on imagine, bien sûr. On imagine, il est dans le fond sur sa chaise en train de draguer Mélissa. Donc il fait plusieurs actions. Il se balance, il drague Mélissa, il mange un chewing-gum. Et à un moment, le professeur lui dit « Samir !» Et Samir lui répond « Oui, je sais, vous avez dit que c'était en 1789, etc., qui sont arrivés. » Donc là, à un moment où c'est très compliqué pour les autres de se concentrer, lui, il peut en même temps draguer, manger un chewing-gum, se balancer sur sa chaise. Et pourquoi il mémorise parfaitement? Parce qu'il n'essaye pas de mémoriser. Il lâche prise. Et au moment où le professeur le rappelle, son subconscient lui dit « Voilà tout ce qui vient d'être passé, maintenant tu l'as à disposition. » Ça, c'est la puissance du subconscient. Et donc, quand il y a trop d'informations pour un élève, on ne lui demande pas de rester concentré. On lui dit « dessine ». Prends un papier et dessine. Ça permet à ton conscient de se concentrer sur le dessin et ton subconscient, qui a 4 milliards d'infos, de prendre le relais. Donc voilà, par exemple, certaines choses que j'enseigne aux gens, comme quoi dessiner peut paraître stupide parfois, alors qu'en fait, c'est la meilleure chose à faire, bien sûr. Et comme je vous disais, je suis un peu comme McFly, je viens du futur et je ramène plein de techniques aux gens et je leur propose, et libre à chacun de prendre ce qui l'intéresse ou pas. Et puis il y a le E égale MC2, j'aime bien les équations de la légende personnelle, parce que beaucoup de gens me disent, d'accord, vous avez fait tout ça, mais moi maintenant je fais comment pour ma légende personnelle? Je leur dis, c'est très simple, voilà l'équation. Tu vas essayer de réussir. Et inévitablement, comme tous les êtres humains, tu vas misérablement échouer. Tu vas essayer d'être en couple, et misérablement, comme tous les êtres humains, tu vas échouer. Parce que tu n'as pas été formé à être en couple. Tu n'as pas été formé à réussir. Tu n'as pas été formé à donner la meilleure version de toi-même. Mais qu'est-ce que la plupart des humains vont faire après l'échec? Ils vont s'arrêter d'essayer. Parce qu'ils vont se dire, j'ai souffert, je ne veux plus jamais souffrir, donc je préfère souffrir d'être comme je suis maintenant, plutôt que de prendre un nouveau risque et d'obtenir quelque chose en retour. Et c'est pour ça que seulement 5% de l'humanité arrive ici. Parce que les 5% ont compris qu'il fallait essayer, échouer, jusqu'à trouver le bon chemin pour réussir. Et il faut complètement oublier, si vous voulez réussir, les notions de gain, de perte et d'échec. Vous allez perdre, vous allez échouer, vous allez souffrir. Et comme 95% de l'humanité n'est pas prêt à ça, si vous le faites, vous allez obtenir ce que seulement 5% de l'humanité obtient. En termes de réussite, en termes d'argent, en termes de potentiel intellectuel, etc. Et les étapes, je vous les ai écrites. Donc la première étape, la plus importante quand on est jeune, c'est de chercher quel est ton pouvoir. Parce que tout le monde a un pouvoir dans cette pièce. Chercher son pouvoir sans compétences techniques, ça demande 10 ans. Une fois que tu as trouvé ton... évidemment, tu vas échouer. Donc chercher son pouvoir, ça peut être se dire, moi je veux faire du rap. Je veux être un rappeur. Donc, par exemple, moi j'ai voulu être rappeur à une époque. Et puis après, le rap me plaisait plus, donc j'ai fait du slam. Vous connaissez tous le slam? Voilà. Et j'ai été champion de France de slam. Et puis après, ça me plaisait plus. J'ai écrit des livres. Et puis, de fil en aiguille. Donc au début, je pensais que c'était le rap, la vérité. Et puis ensuite, le slam. Et puis ensuite, l'écriture. Et aujourd'hui, j'écris. Mais peut-être que ce n'est pas la vérité ultime. C'est pour ça que tu dois chercher ton pouvoir, chercher encore, trouver ton pouvoir, et ensuite transmettre ton pouvoir aux autres. Donc si quelqu'un est passionné par le rap, qu'il a fait un album, il a fait tout ça, la meilleure chose maintenant, c'est de faire des concerts.
Et puis ensuite des ateliers d'écriture. C'est ça sa légende personnelle. Si quelqu'un est entrepreneur qui sait gagner des millions, c'est facile pour lui de gagner des millions. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enseigner quoi aux gens? Comment gagner des millions facilement? Tu vois? Si quelqu'un est bon à l'école, qu'est-ce qu'il doit faire? Il enseigne aux gens comment être bon à l'école. Tout simplement. Et donc la stratégie 2 qui va avec la légende personnelle, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un rêve. Et souvent on vous dira, ouais, c'est niais, ouais, avoir un rêve, ouais, t'es dans les nuages et tout. Bien sûr, bien sûr. Alors voilà le rêve de deux personnages que je vais vous présenter. C'était de se taper le Dawn Wall, le mur le plus dur au monde à escalader. Donc vous voyez, hein, c'est tout droit. Et il n'y a aucune prise pour les mains. Et il n'y a que deux gars, deux fous, qui avaient réussi à faire ça. Et eux, ils se sont dit, allez, on va le tenter. On va se faire le mur le plus dur au monde. Et c'était leur légende personnelle. Kevin Georgeson et Tommy Caldwell. Ils ont fait ce que personne n'arrive à faire. C'est la voie la plus dure au monde et ils ont mis 19 jours à rester comme ça, plantés au-dessus du vide. Dormir dans des tentes, etc. Pourquoi je vous montre ça? Parce que selon moi, chaque jeune, chaque être humain, il doit trouver quel est son down wall à lui. Alors, je vais vous inviter à prendre tous une feuille, à déchirer un bout de papier, ou prendre une grande feuille même, et écrire c'est quoi votre down wall à vous. C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre objectif? C'est être caissière à Carrefour Market? C'est quoi? Et vous l'écrivez en gros sur la feuille. Et sur cette autre feuille, vous allez marquer, si jamais ça ne fonctionne pas, si vous n'y arrivez pas, si vous échouez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler à Orly, à Roissy, bagagiste, vous allez faire chauffeur Uber, caissière à Carrefour Market, votre plan B en fait. Imaginez quelqu'un qui monte dans un taxi, il appelle un taxi, il monte dans le taxi lui dit on va où? Il dit ouais, je sais pas. Il dit mais je peux pas t'emmener si tu sais pas. Il dit non, roule, vas-y roule, on va voir. Si votre père il est chauffeur de taxi qui vous raconte ça quand il rentre le soir, et tu dis après, on a roulé pendant des heures, et il disait rien, non, il regardait par la fenêtre, il était content. Vous dites quoi de cette personne? Il est stupide, il va monter dans un taxi, c'est pas où il va. Ça c'est juste un taxi. Ça c'est juste un taxi. Imaginez quelqu'un, il ne sait pas où il va dans sa vie. Donc vous avez tous écrit votre rêve et votre plan B, n'est-ce pas? Super. Il ne faut jamais avoir de plan B. Il n'y a que 3 catégories de personnes sur Terre qui ont le droit d'avoir un plan B. Alors peut-être que vous en faites partie. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. Pourquoi il ne faut pas avoir de plan B? Alors il y a un livre que vous avez sûrement tous lu, puisque c'est un des 10 classiques de l'humanité, qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. Vous connaissez Sun Tzu? Dans son livre, Sun Tzu explique que quand on prend d'assaut un village et qu'on encercle les villageois, on doit toujours laisser une petite issue pour qu'ils puissent s'échapper. Et beaucoup d'empereurs lui disaient « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et c'est vrai qu'il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il faisait ça, il gagnait la guerre. À chaque fois qu'il encerclait un château, il laissait une petite issue. Un village, il laissait une issue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'armée gagnait. Et un jour, l'empereur était exténué et lui dit « Écoute, explique-moi quelle est cette technique extraordinaire. » Et Sun Tzu lui dit « Quand on encercle un village et qu'on va massacrer hommes, femmes et enfants, et que les gens voient qu'ils n'ont plus aucune issue, comme l'homme et la femme savent qu'ils vont mourir de toute façon, ils vont ramasser ce qu'ils peuvent et ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir.
Et à ce moment-là, une simple femme ou un seul homme peut combattre 10 samouraïs et lui tout seul. Parce qu'il a l'énergie du désespoir. Et il veut en tuer le plus possible ou essayer au maximum de sauver son enfant, sa femme et ses voisins. Mais si tu laisses une issue, certains s'échappent, certains hésitent et tu crées de la confusion. Donc si tu veux gagner la guerre, tu dois toujours laisser une issue aux gens. Le cerveau, c'est la même chose que la guerre. Si tu laisses une issue dans ton cerveau et que tu te dis « Allez, je fais mon ONG, ouais, mais au cas où ça ne marche pas, je fais quoi ? Bah, je vais reprendre la cuisine, bah, je vais faire ça. Ouais, non, après, je ferai ça, de toute façon. » Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cerveau ? La même chose que Sun Tzu fait dans un village. Tu crées une faille. Et cette faille t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé ton downwall, oublie tout le reste. Oublie tout le reste. Et conquiert ton downwall. C'est la seule et unique chose que tu as à faire. Et ça nous amène à la stratégie 3, la stratégie du choix. Imaginez que vous montez maintenant dans un taxi et vous lui dites « Bon, je vais aller à Paris, à Nantes, à Roubaix, à Rennes, à Lyon, à Reims et à Lille. » S'il s'en fout, il peut vous dire « Très bien, par où on commence ?» Vous dites « Ça, je ne sais pas. » Il veut dire « Moi, de toute façon, je veux bien faire toutes les villes, mais il faut que je sache par où commencer. » Vous dites « J'ai aucune idée. Je n'ai pas réfléchi à ça. » Si vous dites à votre cerveau « Ouais, je veux être rappeur. Ouais, mais non, parce que je veux faire ça. Et maintenant, je veux faire ça. » C'est comme si vous dites à un taxi « Je veux aller partout. » À la fin, il ira nulle part. C'est pour ça qu'un downwall, il en faut un. Il n'en faut pas 40, il n'en faut pas 20. Si tu as décidé d'être quelque chose, fais-le. Va jusqu'au bout. Si ça se trouve, c'est n'importe quoi. Mais au moins, tu auras essayé. Mais si tu n'essayes pas, ou si tu restes à courir plein de lièvres à la fois, à la fin, tu n'en attraperas aucun. Et il y a des gens, j'aime beaucoup ce profil de personnalité, il y a des gens, ils ont toujours des projets. Ils ont plein de projets tout le temps. Ils ont un projet par là, ils ont une idée, ils changent tous les jours. Et moi, j'appelle ça des brasseurs d'air professionnels. Ils brassent de l'air. Ça fait beaucoup de mouvements, ça fait beaucoup de bruit, ça parle beaucoup, mais ça ne fait rien du tout. Et donc, ces gens-là, ce que je les invite à faire, c'est, il y a un endroit où ils seront bien, c'est travailler dans les climatiseurs. Tout ce qui est climatisation. Comme ils brassent de l'air, dans la climatisation, ils seront à l'aise. Ça leur rappellera leur vraie nature, les brasseurs d'air. Quand on leur demandera pourquoi ils travaillent dans la clim, et moi j'ai brassé de l'air toute ma vie, moi. Que parler, je bouge à gauche, à droite. Donc c'était ce qui me convenait le mieux. Un mec, il est venu un jour à Laval, il m'a dit, donc j'ai fait climatisation. C'est un choix qu'on respecte. Et on doit se poser la question de savoir, est-ce que dans la vie, sur Terre, dans les 6 milliards d'êtres humains, est-ce que je veux être un apport, je veux apporter quelque chose, ou je veux être un ajout? J'ai beaucoup de jeunes qui viennent et me disent « Ouais, moi je veux vers ceci. Et quand je serai là-bas, tac, je vais faire ça, je vais gratter. » Alors, quand tu vas dans un milieu, que ce soit l'humanitaire, le rap game ou ce que tu as envie, si tu viens pour prendre, tu as perdu d'avance. Les seuls qui gagnent, c'est ceux qui viennent pour apporter quelque chose. Steve Jobs, il n'est pas venu pour devenir milliardaire, il s'en foutait. Il avait une idée. Michel-Ange, il n'est pas venu pour devenir le peintre le plus célèbre au monde. Il avait une idée. Il était fou de peinture. Tu vois? Donc si tu viens pour apporter, là, il peut se passer des choses miraculeuses. Mais si tu veux juste être un ajout, prends cette décision d'être juste un ajout. Mais il faut que tu fasses ce choix. Est-ce que dans l'humanité, je veux être un apport? Ou est-ce que je veux juste être un ajout? Ça me suffit à moi. Et puis oui, souvent, quand on ne veut pas être dérangé, on met son téléphone en mode avion. Il y a des gens, leur life, elle est en mode avion. Et ils ne captent rien. Ils sont à la ramasse. Pas de réseau, pas de 3G, même pas de Edge. Ils ne sont plus connectés au monde. Tu vois. Ils sont dans leur monde à eux. Et dans ton monde à toi, tu as quoi? Tu as les photos qui sont déjà là, tu as les applications qui marchent sans rien, mais le reste du monde, tu n'es pas connecté. Et ça, c'est un choix. Tu peux décider ça, si tu as envie d'être tranquille. Mais si tu as envie d'être en mode guerre, en mode légende personnelle, en mode je conquiers le monde, et que tu es en mode avion, ça ne peut pas fonctionner. Donc tout ça, c'est des choix. Et moi, je respecte les deux. J'ai un grand respect pour les deux. Je préfère quelqu'un qui me dit, écoute-moi, ma life, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je suis en mode avion. Tranquille. Plutôt que quelqu'un qui me dit, ouais, moi, je suis en mode guerre et tout. Et en vrai, quand je regarde ses actions, les actions d'un mec qui est en mode avion.
Ça n'a aucun sens. Et au moins, le premier, il est aligné avec ses valeurs et ses principes. Et alors moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, moi, je vais devenir millionnaire, tac, truc. » Ah ouais, génial. Donc, levez la main dans cette salle, si je devais vous faire choisir, qui veut devenir pauvre? Vraiment, c'est un mesquine, il n'a pas d'oseille, il ouvre le frigo, ses gosses, il n'y a rien à manger, ils sont habillés avec des vieux vêtements à la ramasse. Levez la main, celui qui va être un pauvre. Personne. Et si je vous dis j'avais une baguette magique, je peux vous transformer en millionnaire, levez la main ceux qui veulent devenir millionnaire. Voilà, simplement, tu vois. Voilà, tu vois. Madame, non, pas millionnaire, ça ne vous intéresse pas. Entre deux. Ouais, c'est trop millionnaire pour elle, elle a dit ouais, non, on se calme. 500 000 euros, ça va, ça me suffit. Tranquille. Millionnaire ou pauvre? Une fois, j'ai un ami qui est parti dans un groupe de réflexion et il travaille sur Internet, comme moi, il vend ses formations sur Internet. Et puis, il voulait acheter un outil à 5 000 $. Et pour lui et moi, c'était énorme, 5 000 $. Et il a parlé avec une femme aux États-Unis qui travaillait dans des cliniques. Et puis, elle est partie voir des mentors, des coachs et tout ça. Ils lui ont dit, mais attendez, vous êtes brillante. Vous êtes enfermée dans des cliniques avec des gens médiocres. Ouvrez votre propre clinique. Elle a dit, non, j'y arriverai jamais. Donc, elle avait plein de croyances limitantes. Et puis, un jour, elle s'est lancée. Elle a ouvert sa clinique et aujourd'hui, c'est une des meilleures cliniques aux États-Unis. Bien sûr. Et elle est millionnaire, mais elle s'en fout. Elle n'a pas fait ça pour être millionnaire. Elle a fait ça parce qu'elle veut aider les gens. C'est elle-même qui a choisi le mobilier pour chaque chambre. Vous voyez, elle est dans un niveau de détail. Et donc, mon ami a une séance de coaching avec elle. Elle dit, voilà, je vais acheter un outil à 5 000 $ et tout. Et elle lui dit, tu veux gagner combien? Il dit, voilà, j'ai plusieurs millions à gagner, etc. D'accord. Et donc, elle lui a dit cette phrase. Elle lui dit, tu vois, il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Tu veux des millions, et ce que tu fais, c'est, tu veux que des petits outils gratuits sur Internet, des petits trucs. Tu n'es pas prêt à payer 5 000 $. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il n'y ait aucune différence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Et ensuite, il lui a dit, juste pour m'expliquer concrètement, donc qu'est-ce que je dois faire? Et elle lui a dit cette phrase magnifique. Elle lui dit, tu vois, tu as des objectifs qui sont comme ça, et tu as des actions qui sont comme ça. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu descends tes objectifs au niveau de tes actions, des petites actions, donc des petits objectifs, donc une petite vie. Soit tu veux des grands objectifs, et à ce moment-là, il te faut des grandes actions. Il te faut te lever très tôt, il te faut des outils à 5 000 $, il te faut te former, il te faut retourner à l'école, etc., etc. Et moi, je vois beaucoup de gens, ils ont des projets comme ça. Mais quand tu regardes leurs actions, certains ont des actions comme ça. D'autres, tu regardes, il n'y a même pas d'action, en fait. Il n'y a même pas d'action. Il va devenir footballeur, il va devenir, je ne sais pas quoi, mais il n'y a rien, en fait, du tout. Il fait que parler. Et il devrait, comme l'autre, travailler dans les climatiseurs. Alors, on va voir ensuite qu'il y a deux types de prophéties. Les prophéties autoréalisantes et les prophéties autodestructrices. Et c'est celle que je préfère. Les gens qui s'autodétruisent. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est beau à voir? Ça ou du patinage artistique, pour moi, c'est du même niveau. Millionnaire, c'est possible ou pas de devenir millionnaire? Par exemple, toi, tu penses que... Comment tu t'appelles? Mélissa. Tu peux devenir millionnaire? Ah, Mélissa, t'aurais dû t'asseoir dans le fond. Pour l'exemple, au moins. Tu peux devenir millionnaire comme ça en 1-2 ans ou non? Là, c'est chaud pour l'instant. Ok. Quelqu'un pense que c'est impossible pour lui, il dit non, moi, là, maintenant, là, c'est mort. De toute façon, toi, quelqu'un d'autre? Donc, tous les autres, vous pensez que c'est possible? Ok, cool. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Que tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. Bien sûr. Pourquoi? Exactement, ouais. Si tu penses que tu es un abruti ou qu'on t'a dit que tu es un abruti et que tu le crois, oui, tu vas être un abruti. Ouais. Mais si tu penses que tu es un génie et que peu importe ce qu'on va te dire, tu as décidé que tu seras un génie, il est fort probable que tu le deviennes. Après, chacun appelle ça comme il a envie, mais en effet, oui.
Et donc que tu penses que tu es un génie ou un abruti, en effet, encore une fois, dans les deux cas, tu as raison. Donc quand tu penses que tu peux devenir millionnaire ou pas, et millionnaire est un exemple comme un autre, dans les deux cas, tu as raison. Et c'est ta croyance qui va définir sûrement ce qui va t'arriver. Et donc nous, on va chercher quels sont les types de croyances. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le bon type de croyance. Juste avant, vous avez tous noté sur un papier votre plan B. En tout cas, certains l'ont noté. Donc vous pouvez jeter ce plan B, puisqu'il n'y a pas de plan B. Allez-y, jetez-le. Vous le prenez comme ça et vous le jetez sur la scène par terre. Là, je suis très sérieux. Voilà. Voilà, super. Tout simplement, en fait. Puisqu'il n'y a pas de plan B. Il y a un plan B ou pas? Il n'y a pas de plan B. Non. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et vous voyez, normalement, on va se dire, un formateur, en veste et tout, mais on ne peut pas jeter des papiers, etc. Qui a dit qu'on ne peut pas? Qui? Il est où? Il habite où? Comment il s'appelle? Personne? Donc c'est une croyance. Qui a dit qu'on ne peut pas escalader cette montagne? Qui a dit que je ne peux pas faire une ONG? Qui a dit que je ne peux pas reprendre des études? Personne? Donc c'est une croyance. Qui t'a dit que tu étais nul? C'est la vérité ou c'est sa croyance? Il t'a proposé une croyance. Mais c'est toi qui t'es obligé tout seul à accepter sa croyance. Ce n'est pas la vérité. C'est sa croyance à lui. Et elle n'oblige que lui à croire. C'est toi qui as décidé de croire en ce que lui y croit. C'est un choix. Et donc on a les croyances limitantes et les croyances aidantes. Et évidemment, celles que je préfère, moi, c'est les croyances limitantes, bien sûr. Celles-là qui sont magnifiques à observer chez l'être humain. Et donc, il y a une histoire qui est incroyable, c'est l'histoire de la corde invisible. On a un monsieur qui amène de la nourriture au marché sur ses deux ânes. Et puis, comme la nuit tombe, il arrive dans un petit village et il faut qu'il attache ses deux ânes la nuit pour pas qu'ils s'échappent. Mais il n'a qu'une corde. Donc, il attache le premier âne. Et puis, il cherche sa corde, comme ça, il ne l'a pas. Et puis, il reste à côté, il dit « Ah, comment je vais faire, etc. » Et puis, il y a un espèce de vieux sage qui est assis là dans un coin. Il lui dit « Viens voir, viens voir. » Il dit « Ce que tu vas faire, tu vas faire semblant que tu accroches ton âne. Et comme il est habitué à être accroché tous les jours, il va croire qu'il y a une vraie corde. Ah, il dit « Bon, on va essayer. » Et donc, il va, il s'approche, il accroche, il fait semblant qu'il accroche l'âne. Et l'âne, c'est vrai, a l'air de rester à sa place. Il s'endort la nuit, il se réveille le matin, l'âne est toujours là. Donc il détache le premier âne, il dit « Je vais aller au village vendre mes marchandises ». Il accroche les deux ânes ensemble, et puis il tire comme ça, et les ânes sont bloqués. Et il dit « Je ne comprends pas, pourquoi? Il n'y a plus de corde, il n'y a plus rien. » Et le vieux sage qui est là lui dit « Viens voir. » Il lui dit « Est-ce que tu as enlevé la corde imaginaire au deuxième âne ?» Il dit « Non, il n'y a pas de corde. » Il dit « Oui, mais lui, il croit toujours qu'il y a une corde. » Donc il fait semblant qu'il enlève la corde à l'âne, il tire, et la l'âne s'en va. Et vous allez vous dire, c'est complètement stupide comme histoire. Et c'est là que c'est le meilleur. Bien sûr que c'est stupide. Et c'est tellement stupide qu'il y a des êtres humains qui font la même chose. C'est ça qui est extraordinaire, je vous dis. Les croyances limitantes. Un jour, on t'a mis une croyance limitante dans la tête, et tu l'as gardée. Et si ça se trouve, la personne qui te l'a mis dans la tête a changé d'avis entre-temps. Si tu lui dis « Ouais, moi, je fais plus ça maintenant. » Il dit « Non, mais j'ai changé d'avis, c'était n'importe quoi. » Vous voyez, quand on était petits, on avait tous des cagoules. Vous vous rappelez des cagoules moches, bleu marine, là, qui nous serraient la tête, les joues sortaient. Imagine, tu vas à l'école, tu arrives, et tu as un mec dans ta classe, il a sorti sa cagoule en hiver, c'est l'hiver qui commence, il a sorti sa cagoule de quand il était petit. Donc il a une super doudoune swag, une paire de Jordan, pantalon, etc. Et il a une vieille cagoule comme ça, de tout petit, toute serrée, ça va nous serrer le cou comme ça. Et il vient tous les jours comme ça. Et il reste dans la classe avec. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, mais arrête, t'as pété un plomb, tu vois, c'est quand on était petit, ça.
On était obligé de porter ça quand on était petit, tu vois. Et il dit non, 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 moi on m'a obligé de porter quand j'étais petit, on m'a pas dit de l'enlever, donc maintenant je la garde tout le temps, toute ma vie. Tu dis non, il est allumé le gars. Il dérape, il n'est pas sérieux, tu vois. Mais il y a des gens, c'est la même chose. On leur a mis une croyance dans la tête quand ils étaient petits ou à un moment de leur vie, et eux ils ont cru qu'il fallait la garder tout le temps. Quand j'étais formateur, on m'a dit attention, il faut se présenter, pas de basket, pas de papier, etc. D'accord, mais quand je sors du cours de cette personne, c'est son cours, il a la croyance qu'il veut, je ne suis pas obligé d'adopter sa croyance quand je sors du cours. C'est mon espace, j'en fais ce que j'en veux. Et c'est la même chose dans vos vies. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est la vérité ou que tu dois le faire. C'est sa croyance. Et si elle est limitante, surtout prends-la. Prends-en le plus de croyances limitantes. Et quand tu seras vraiment désespéré, que tu en auras vraiment marre, peut-être essaye autre chose. Alors, je vais vous donner un autre exemple, parce que peut-être pour certains, ce n'est pas très clair. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Et vous allez imaginer devant votre visage un citron qui tourne sur lui-même. Et puis, il y a un couteau qui va venir couper ce citron en deux. Et là, vous voyez les deux faces à l'intérieur du citron qui coulent et vous sentez l'odeur. Ce citron est extrêmement acide. Et puis, il y a deux mains qui viennent, qui prennent les citrons et qui pressent tout le jus du citron dans votre bouche. Le jus du citron coule dans votre bouche, il est extrêmement acide. Il est tellement acide que vous commencez à fabriquer énormément de salive. Et à cause de l'acidité du jus de citron qui vous pique la bouche, vous avez énormément de salive et de jus dans la bouche comme ça. Vous pourrez rouvrir les yeux. Pourquoi vous fabriquez de la salive? Et vous êtes à Laval, il n'y a pas de citron. Non mais il y en a, ils croient qu'ils ont de la salive, ils sont obligés de l'avaler tellement il y en a. Faut se calmer un petit moment. On est à Laval, tout va bien. Parce que votre cerveau, il n'a fait aucune différence entre ce qu'il imagine, ce qu'il entend et la réalité. Donc à force de répéter à quelqu'un que c'est un abruti, qu'est-ce que le cerveau fait? Il commence à le croire. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est un choix. C'est un choix de croire, ou pas. Et on voit bien que nos pensées ont un impact sur nous. Donc tu as des gens, moi je connais des gens, tu leur dis comment ça va? Ouais, ça va, ouais, laisse tomber, laisse béton, truc, ouais, relou, truc de ouf et tout. Ouais. Alors dans ce cas-là, il y a un truc simple à faire. Tu prends un gun, bah, t'es débarrassé. Et nous, tu nous débarrasses aussi. Sinon, si tu as envie de te battre encore, à ce moment-là, change d'attitude. Et une attitude peut-être plus positive. Mais tant que tu fais ça, déjà, tu te pollues toi-même avec des pensées négatives toute la journée, sur toi, sur les gens, sur le monde, sur les profs, sur les élèves, sur la terre, sur les gouvernants, sur tout en fait. Tout est mauvais, il n'y a que lui qui est bien en fait, c'est ça qui est génial. Ou alors t'arrêtes, et comme tu sais que tes pensées ont un impact, tu commences à avoir des pensées qui sont un peu plus positives. Et tout ce qui est négatif, tu dis, non, pas pour moi ça. Je suis en train de fabriquer du savon, du savon, du citron, du poison, tout ce que tu as envie dans ta tête. Alors surtout, ne faites pas ce que je dis si vous avez décidé de vous empoisonner. Là, par contre, faites-le le plus possible. Et ayez le plus de pensées négatives possible, bien sûr, pour vous tuer à petit feu. Bien sûr. C'est un choix qu'on respecte. Et puis, comme je vous ai dit, quel est ton downwall? La question aussi qui pourrait être intéressante, c'est quelles sont tes cordes invisibles? Qu'est-ce qui fait que tu dis « Ouais, mais moi c'est mort. Je peux pas. Je suis trop vieux. Ou je suis trop comme ça. Ou je suis trop comme ci. Ou je suis noir. Je suis arabe. Je suis jeune. Je suis à Laval. C'est mort, Laval. C'est dead. C'est mort. » Non, je l'ai entendu. C'est pour ça que je... Ah, mais je suis pas à Paname, moi. Je suis pas un gars de Paname, mon gars. C'est pas pareil, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y avait un coureur qui s'appelait Gabriel Sélassié. Ouais. Il arrivait au championnat du monde, il courait pieds nus, le gars. Ça le fatiguait de courir avec des chaussures.
On lui disait, mais comment vous faites pour gagner? Il dit, j'essaye même pas de gagner. Moi, quand j'étais petit, je devais courir des kilomètres le matin pour aller à l'école et des kilomètres pour rentrer. Et j'avais jamais eu de chaussures, j'avais pas d'argent. Ah oui, puis chez nous, j'ai oublié de vous dire, il y a la saison des pluies pendant 3 mois, il pleut à torrent. Et je courais sous la pluie, donc, bien sûr. Ah d'accord. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le matin, il fallait que j'aille chercher de l'eau. Il fallait que je fasse le ménage, il fallait que je fasse à manger. Ok. Et après, t'allais à l'école, ouais. Donc il dit, moi, les championnats du monde, c'est juste, ça dure 5 minutes. Ça m'amuse, je m'éclate en fait. Après, je vais au resto avec mes potes. Tu peux décider que ton environnement, c'est un problème pour toi. C'est vrai que Mike Tyson, il a eu une enfance très heureuse. Il a été pourri gâté par ses enfants, qui étaient des parents très riches, comme on le sait tous, bien sûr. Il n'a pas du tout été battu, mis dans des maisons de redressement. Ou peut-être que si. Et peut-être qu'il a transformé tout ça pour devenir Mike Tyson. Ouais. C'est un choix dans ta tête. Que tes épreuves et tout ce qui t'arrive soit un tremplin, ou alors ça soit un fossé. Tout ça, c'est des croyances. Et donc, pourquoi pas, puisque tout ça, c'est des croyances, éliminer nos peurs. Et moi, une des choses que j'aime par-dessus tout, c'est d'éliminer mes peurs. Et je m'en suis fait une récemment, c'était juste extraordinaire. Moi, il faut que je vous dise qu'avant, j'avais peur de l'eau. Alors, pas n'importe quelle eau, j'ai pas peur de l'eau de ma douche. Moi, j'ai peur quand je vais dans la mer et que je ne vois pas ce qu'il y a en dessous de moi. Quand je ne vois plus là. Là, j'ai peur. J'ai peur, je suis paralysé. Et un jour, je me suis dit, j'étais sur un bateau, et je me suis dit, mais est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est une croyance? Je me suis dit, en fait, c'est une croyance. Les autres, ils nagent, ils sont heureux. Je me dis, moi, il y a un requin et tout. Tu vois. Le mec du bateau, il m'a dit, il n'y a pas de requin dans cette mer, ça n'existe pas. Et les poissons qui mangent, là, non, il m'a dit, 40 ans que je suis là, j'ai jamais vu un poisson qui mange quelqu'un. Donc j'ai dit, c'est une croyance. Et un jour, on m'a envoyé en mission humanitaire au Cameroun, et j'ai entendu parler d'un volcan. Un volcan éteint, et à l'intérieur de ce volcan, à cause de l'eau des pluies, un lac immense s'était formé. Et je me suis dit, tiens, pour vaincre ma peur, quoi de mieux que d'aller traverser ce volcan à la nage? Ça serait fun. Donc je suis parti la première année, et j'ai eu tellement peur que je n'ai pas pu descendre jusqu'au fond du truc. Et une autre année, on m'a dit, il y a une mission au Cameroun. Je dis, ah, ça c'est pour moi, j'y vais. Et donc je suis retourné. On était à 10 à descendre. À la fin, il n'y en avait plus que 3. Et donc, selon le guide, donc, il y avait des djinns, des génies qui hantaient le lac. J'ai dit, oh, mais encore mieux. C'est là que ça devient intéressant. S'il n'y avait pas de génie, je veux dire, ça serait, on s'ennuierait, quoi. Et donc, on a traversé le cratère du volcan, qui fait plus d'1 kilomètre de long en large, à la nage, et on est revenu. Et aujourd'hui, je peux nager dans la mer en pleine nuit. Là, j'ai été à la mer récemment. En pleine nuit, je nage. Ma femme me dit, en pleine nuit, imagine, il y a un truc. Je dis, oh, j'espère qu'il y aura quelque chose. C'est ça que j'aimerais, qu'il se passe enfin quelque chose. Depuis 40 ans, j'ai peur d'un truc qui n'existe pas. Et je suis nagé en pleine nuit, je suis content, comme ça, voilà. Je vais dans la mer jusqu'au bouée. Vous voyez les bouées tout au bout? Je vais là-bas tout seul, je nage comme ça. Je suis content et je reviens. Ça y est, j'ai plus peur. Mais pendant 40 ans, j'ai été prisonnier de cette croyance. Il y a quelque chose qui va surgir sous l'eau et qui va t'attraper le pied. Et il y a des gens, ils restent, ils meurent avec leurs croyances. On les enterre avec eux. On a beaucoup parlé du million. Et moi, je connais pas mal de millionnaires. Et beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Puis ils ont tout regagné. Puis certains n'ont jamais regagné. Puis certains ont reperdu. Parce que l'argent et tous les biens, ça se perd. Et il y a une histoire très célèbre là-dessus. Il y avait un homme sage qui traversait un désert. Et il allait voir d'autres hommes sages pour s'enquérir de la science. Et donc, il avait amené avec lui plein de livres. Les livres les plus précieux qu'il avait. Et puis, quand ils étaient dans le désert, la caravane a été attaquée par des brigands. Et comme vous le savez, un brigand, homme sage ou pas sage, livre ou pas livre, tout ce qui se revend, il te le dépouille. Et donc, il a eu beau dire qu'il était un sage, qu'il était un homme de Dieu, tout ça, le brigand, il s'en tape des hommes de Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est de la thune. Et donc, ils lui ont pris tous ses livres, les plus précieux. Et ensuite, il s'est assis dans le désert et il a commencé à méditer sur cette épreuve. Et il s'est dit, tout ce que tu pourrais perdre lors d'un naufrage, tu ne le possèdes pas. Tout ce que tu pourrais perdre lors d'un naufrage, tu ne le possèdes pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? D'apprendre tous ses livres les plus précieux par cœur.
Et donc, il allait dans le monde entier, juste avec un petit peu de quoi manger, etc. Un petit frappuccino caramel, vite fait, une barre de céréales, une bouteille d'évian, et tout son savoir était dans sa tête. Donc c'est bien de vouloir devenir riche, etc. Mais si tu n'as rien dans la cabessa, si tu n'as rien dans la tête, tu ne vas pas aller très très loin. Et il ne s'agit pas de niveau scolaire, de diplôme, etc. Moi j'ai un ami qui est millionnaire. Il est multimillionnaire. Ouais. Il a 40 ans, il a appris à lire et à écrire il y a 2 ans seulement. Il ne savait pas lire, pas écrire. Ben, ça ne l'a pas empêché de gagner des millions. Et quand il est venu se former chez moi, je lui ai dit, mais comment tu as fait en fait? Tu as des sociétés partout en fait. Comment tu fais pour être millionnaire? Il me dit, j'avais pas besoin en fait de savoir lire et écrire. J'ai toujours payé des gens en fait pour lire et écrire à ma place. Et je dis, mais à la banque? Il dit, non, j'avais une fausse signature. J'ai fait un truc comme ça, un faux truc une fois, après je dis, ah, c'est pas mal. Voilà, c'est ma signature. Mais c'est quelqu'un qui a une grande richesse intérieure, qui a une grande expérience de vie, qu'il a réussi à recycler en quelque chose de positif. Donc vouloir de la thune, vouloir des gamos, vouloir des iPhone X ou je ne sais pas quoi, c'est bien. Mais s'il n'y a rien derrière, tu ne vas pas aller très très loin. Donc voilà pour ma présentation. Avez-vous des questions ou pas? Si vous n'en avez pas, ça m'arrange, je vais me reposer plus vite. Mais si vous en avez, ce sera avec un grand plaisir. Imaginons qu'on a un pommier ici et que sur ce pommier, il y a une pomme qui n'est pas encore mûre et que je la cueille. Est-ce que je peux la manger? Parce qu'elle n'est pas mûre. Et est-ce qu'elle peut continuer de mûrir? Si elle est cueillie, c'est mort. Donc je peux ni la manger, ni elle peut mûrir. Donc j'ai tout gâché. Il valait mieux que je la laisse où elle est. Et parfois, quand on veut accélérer ou quand on veut vraiment changer quelqu'un, qui n'a pas envie de changer, il est bien comme ça, bah finalement, on va plus produire l'effet inverse que l'effet désiré. Donc parfois, il vaut mieux le laisser où il est. C'est pour ça que ce que je vais vous proposer simplement, moi je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, on les a forcés à venir, peut-être qu'il y en a, ils sont obligés de venir, peut-être qu'il y en a, ils ne voulaient pas venir, c'est qu'on garde dans cette salle que les personnes qui sont motivées et que les personnes qui ne sont pas motivées, qui n'ont pas envie, et je respecterai tout à fait ça, et je trouverais même ça courageux de leur part de se lever, de me dire « Ah là, moi je n'avais pas envie, j'attends dans le hall ». Et ceux qui sont motivés peuvent rester. Donc a priori, tout le monde reste. Ok. Mais c'est une étape importante. Donc si moi j'étais prof, j'étais votre prof, je commencerais chaque cours comme ça. Je dirais, il y a une feuille, une liste de présence. Celui qui veut partir, il part. Je lui signe son nom tout de suite. Il ne faut pas me déranger une fois que j'ai commencé. Dans cette pièce vont rester ceux qui sont motivés pour charbonner, pour devenir les meilleurs, pour tout exploser. Celui qui n'a pas envie, qui a envie de finir Uber ou balayeur ou ce qu'il a envie, il sort dehors et il fait sa vie, ce n'est pas mon problème. Et la motivation, c'est simple, vous éliminez ceux qui ne sont pas motivés, disait Lou Holtz. C'est très simple. Et pourquoi on élimine ceux qui ne sont pas motivés? On a fait une étude aux États-Unis dans des équipes de basketball. Et on a fait exprès dans ces équipes-là de ramener un joueur qui est nul. D'accord? C'est une expérience sociale. Alors vous allez me dire, changer un joueur qui est nul, ça ne va rien changer au niveau de l'équipe. Bah, figurez-vous que quand vous mettez un joueur qui est nul dans une super équipe, le niveau de toute l'équipe descend de 40% à cause d'une seule personne. Donc si vous prenez une classe et qu'il y en a un qui s'amuse à être médiocre et à rendre tout le monde médiocre, il descend le niveau général de 40%. C'est pour ça que moi je préfère lui dire, je comprends tout à fait ton souhait. Et libre à toi d'être médiocre, mais pas dans mon cours. Donc la légende personnelle, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Tout le monde a déjà entendu cette expression au moins une fois dans sa vie? Jamais. Levez la main ceux qui n'ont jamais entendu cette expression une seule fois dans leur vie. Voilà. Légende personnelle. Alors c'est une expression qui est tirée d'un livre extraordinaire, fantastique, incroyable, qui s'appelle L'Alchimiste, et c'est un livre écrit par Paulo Coelho. Donc c'est un livre qui est une référence. Et puis c'est l'histoire d'un jeune homme qui va aller à l'autre bout du monde,
et qui va vivre sa légende personnelle. Et sur cette terre, une grande partie des humains auront une légende personnelle et l'accompliront. Et le reste des humains auront une légende personnelle et malheureusement pour eux, ils ne l'accompliront pas. On appelle ça passer à côté de sa vie. Mais encore une fois, c'est un choix et nous le respectons. Chacun est libre de passer à côté de sa vie si bon lui semble, après tout. Alors je vais vous raconter ma légende personnelle pour que vous compreniez ce qu'est une légende personnelle. Moi, à la base, je suis un jeune normal qui était dans un gang de gars très très gentils. On appelait ça les Black Dragon Junior. On était une centaine et on se baladait toujours ensemble. Et on était très gentils, on souriait, on était toujours habillés en costume avec des cravates, ou pas du tout. Peut-être qu'on était très méchants et que ça allait mal finir. Et donc un jour, j'ai compris que j'allais soit mourir, soit finir en prison. Et donc je me suis dit, ma seule chance de m'en sortir, finalement, qu'est-ce qui me reste, puisque je ne veux ni braquer une banque, ni vendre de la drogue, c'est de m'engager à l'armée. Et comme j'aime les choses extrêmes, je me suis dit, allons-y gaiement, engageons-nous dans les commandos. Et donc je me suis engagé dans les commandos alpins. Donc les commandos alpins, c'est comme une colonie, sauf que tu dois monter une montagne en 4 heures et la descendre en 30 minutes. Ensuite, tu vas dans un village, tu massacres tout le monde, tu t'enterres dans un trou pendant une semaine, et ensuite on vient te chercher. Parce que pendant une semaine, les ennemis te cherchent. Et s'ils te trouvent, évidemment, ils te torturent. Donc moi, c'était ma colonie de vacances, c'était super, tu vois, je m'éclatais. Et puis un jour, on m'a demandé pour de vrai d'aller massacrer un village. Alors je leur ai dit, c'est pas trop dans mon projet. Donc j'ai préféré partir. Et donc la seule chose que je savais faire, c'était laver des assiettes. Donc j'ai lavé des assiettes. Mais comme j'avais la discipline militaire, très rapidement, je suis monté en grade. Et j'ai fini dans les plus grands restaurants de Paris. Je servais Kanye West, Amber Rose, Zidane et compagnie. Et puis un jour, j'ai compris que finalement, à la fin de ma vie, sur ma pierre tombale, allait être écrit il a fait des entrées, des plats, des desserts, il servait des cocktails. Et je n'ai pas senti le feu sacré en moi. Donc j'ai décidé de me réaligner complètement avec mes valeurs et mes principes et à reprendre complètement des études. Et puis, comme j'aime bien faire les choses pleinement, j'ai fait un niveau bac plus 6. Voilà. Je n'avais même pas de BEP quand j'ai quitté l'école à 17 ans pour m'engager dans les commandos. Et puis, je voulais faire un bac plus 7, plus 8. Et puis après, on m'a arrêté. On m'a dit non, ça va être trop. Vous allez coûter trop cher, plus personne ne vous engagera. Donc, j'ai décidé d'écouter les conseils pour une fois dans ma vie et d'arrêter les études. Voilà. Mais j'espère reprendre un jour. Quand je m'ennuierai, je ferai peut-être des études d'avocat ou d'ingénieur ou quand j'aurai rien à faire, en fait. Parce que les études, c'est marrant. C'est un truc, ça me fait marrer, moi, personnellement. Voilà. Et puis ensuite, donc ces études-là, c'est des études de management des organisations non gouvernementales. Donc je voulais me réaligner avec mes valeurs, donc je me suis mis dans le monde des ONG, les organisations non gouvernementales. Et puis avec une bande de potes, on a fondé une petite association de quartier qui au début distribuait des sandwichs. Et puis aujourd'hui, on a à peu près 1 million et quelques de collectes par an. Et on est à plus de 1000 projets, surtout des puits construits en Afrique. Donc vous voyez, vous commencez avec des sandwichs et ça peut très mal finir. Vous pouvez finir avec 1000 projets, 1 million par an. Surtout, ne faites pas d'humanitaire. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis ensuite, comme j'ai décidé de ne jamais prendre d'argent dans le monde de l'humanitaire, parce que j'avais une certaine aversion pour les gens qui gaspillent l'argent, qui prennent de l'argent, j'avais aussi tout un bagage dans le développement personnel. Et puis je donnais ces conseils un peu à des amis, à des proches, et ça marchait très bien pour eux. Et on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça à plus grande échelle? Et donc, je me suis lancé dans le développement personnel. Et j'ai lancé un cursus de formation, dont une des formations a été élue meilleure formation d'Europe en 2014. Donc le cursus s'appelle Booster d'excellence. Et puis, je dis aux gens, libère-toi de tes peurs, débloque ton génie et révolutionne ta vie. Certaines gens l'appliquent à la lettre et changent complètement de vie, ils ont une vie de dingue, et d'autres n'en font rien, et libre à eux, encore une fois. Et donc il y a 5 formations, booster d'intelligence, influence et manipulation, booster de leader, business master, coaching de vie, mais surtout ne les faites pas, ce n'est pas très intéressant, vous pourriez bousculer votre vie. Et puis voilà le genre de mail que je reçois au quotidien. Donc malheureusement, je ne serai pas présent pour la soirée booster d'excellence, en revanche, j'ai pu faire passer mon fils de la grande section OC1 suite à la validation de son niveau par un neuropsychologue. Ce jour, nous avons réussi avec mon épouse à faire le programme de CP en 2 mois grâce à une partie de la formation de la méthode Booster d'intelligence.
Et puis j'ai également une formation en lecture rapide où j'apprends aux gens à lire un livre de 200 pages en 1 heure et à mémoriser 80% du contenu en 1 demi-heure. Donc chose assez banale si vous voulez. Et comme beaucoup de gens me disaient ça ne fonctionne pas, j'ai décidé qu'on allait au championnat de France de lecture rapide. Et donc un de mes élèves est champion de France de lecture rapide. Et comme on s'ennuyait un peu, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait en décembre? On va skier. Et puis on a décidé finalement d'aller au championnat du monde de lecture rapide, de mémorisation et de mind mapping. Et puis on y va à 2 et on compte bien gagner. Si ce n'est pas cette année, l'année d'après. Si ce n'est pas l'année d'après, l'année encore d'après. Mais on gagnera un de ces jours. Et puis, une fois qu'on aura gagné les championnats du monde, parce qu'on nous, on essaye d'avoir des plans sur le futur, on va télécharger l'inconscient collectif de l'humanité en 1 an. Alors, l'inconscient collectif de l'humanité, ça représente 10 000 livres. La Bible, la Torah, le Bhagavad Gita, les Upanishads, Tolstoï, Dostoïevski, Kant, Foucault, Baudrillard, etc. Donc, on va lire tout ça. Tout est à la Bibliothèque nationale François Mitterrand avec une équipe de 10 personnes. Et en 1 an, on aura téléchargé l'inconscient collectif de l'humanité. Attention, surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.